Bonsoir tout le monde. Merci pour ces petits encouragements, pour cette entrée sur cette belle scène de la Maison de la Poésie. Bonsoir à tous et donc bienvenue. Bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette rencontre, discussion et lecture. Car oui, Alix Leral va lire. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, Alix. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et il faut bien le dire, je suis assez honoré d'animer cette rencontre avec toi. On ne se connaissait pas, je t'ai découvert grâce à ce roman, Du verre entre les doigts, dont on va parler ce soir. 2 ans après ton premier recueil de poésie, faut-il des murs pour faire une maison ? J'avais écrit « Vous venez de publier », mais en fait, j'ai décidé qu'on allait se tutoyer. Donc, tu viens de publier aux éditions Le Castor Astral ce premier roman. Son titre, c'est donc Du verre entre les doigts. D'abord, je vous dis qu'après cette discussion-rencontre, le livre est disponible à la librairie de la Maison de la Poésie et vous pourrez rencontrer Alix pour une petite dédicace. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Si ce qu'on va se dire là ce soir vous emmène, vous emporte, eh bien n'hésitez pas à prendre quelques temps pour vous procurer ce livre et puis pour discuter un petit peu avec Alix. Avant d'entrer dans le texte, j'aimerais qu'on fasse tous et toutes une petite expérience. Je ne suis pas hypnotiseur, rassurez-vous, donc vous pouvez vous laisser aller sans crainte. Je voudrais qu'on fasse une expérience à propos du titre de ce roman, Du verre entre les doigts. Si je prends ce verre, je suis content parce qu'il y en a un, je n'avais pas prévu, et que je bois l'eau qui est dedans. Alors je vais le faire, comme ça sera un peu moins ridicule. Voilà, c'est un geste anodin, banal, qu'on fait tous. On le fait plusieurs fois par jour, c'est assez habituel. Voilà, bon, c'est tout simple. Du verre entre les doigts, maintenant, fermez les yeux. Allez-y, je vous vois, hein, donc si vous ne fermez pas les yeux... On vous voit très bien. Tu vois, on les voit, on est d'accord. Et imaginez que voilà, je bois toute l'eau, que je brise le verre, et que je me retrouve avec du verre entre les doigts. Voilà. Je le ressens aussi, cette espèce de frisson qui parcourt le corps. Peut-être un peu un vertige aussi qui nous fait un peu imaginer le pire. Tout ça pour vous dire que ce livre d'Alix, c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut dire à haute voix et qu'il faut aussi ressentir. Car quand vous le lirez, vous allez le ressentir. Ouvrir ce livre, c'est entrer dans une maison. C'est une expérience de voir ce qui se cache derrière la porte. Et puis c'est découvrir, faire connaissance avec ceux et celles qui habitent cette maison. Avec Alix aussi, en quelque sorte, c'est une lecture, et je ne te l'ai pas encore dit avant qu'on soit sur scène, mais qui est tout sauf anodine, qui n'a rien à voir avec le fait de boire ce verre d'eau, et qui est assez marquante. Et j'en suis ressorti marqué. Voilà. Tout ça pour vous dire donc que ce n'est pas un livre qu'on lit sur la plage, même s'il faut bien le dire, je l'ai lu sur la plage, et qui a été pour moi très marquant, mais on ne peut pas tout vous dire, parce que si on vous dit la fin, vous ne voudrez pas le lire. Donc voilà, livre qui déroute par sa forme, vous allez le comprendre aussi, et par le fond, évidemment, et par l'histoire qu'il nous raconte. On va le décrire ensemble. Est-ce que d'abord, sur cette petite introduction, cette première remarque d'un livre qui, j'allais dire coup de poing, mais coup de poing, c'est presque un peu trop facile, quoi. Mais en tout cas, c'est un livre qui marque. Est-ce que dans les retours que tu as eus d'abord, c'est quelque chose qui revient, Alix ? Bonsoir. Oui, c'est quelque chose qui revient. Il y a plusieurs choses qui reviennent dans cette idée un peu du coup de poing. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu d'une traite et qui sont vraiment laissés immerger dans cette histoire. Et oui, c'est un livre assez violent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pu me faire des retours dans le sens où elles ont été marquées par cette histoire. Aussi, il y a beaucoup de tendresse à l'intérieur, donc c'était pas uniquement oui, bonjour, vous m'avez rendu dépressif. Mais oui, là, j'ai reçu, j'avais envie de vous en parler tout à l'heure, un retour d'une lectrice qui m'a dit un truc très fort, j'ai pas pris, j'aurais presque pu vous le lire, quelque chose qui voulait dire merci, parce que j'en ai marre de toute cette violence et ça m'a fait du bien de lire ça et d'avoir quelqu'un qui mette des mots dessus. Donc je crois que c'est
un retour, moi, qui m'a beaucoup parlé et qui ressemble à beaucoup des retours que j'ai eus. Voilà. La question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que cet effet chez les lecteurs et les lectrices, est-ce que c'était un effet qui était voulu ? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils aient ce retour-là ? Alors, rien n'est voulu. C'est d'abord un livre qui m'est un peu tombé dessus. J'ai pas du tout eu envie d'écrire ce genre d'histoire. Enfin, j'avais pas du tout prévu d'écrire une histoire déjà, parce que moi, je viens de la poésie et c'est vrai que j'étais pas partie sur quelque chose de narratif. Et j'avais l'impression que c'était un livre très doux, beaucoup plus doux que ce qu'il n'est en réalité, parce que la relation, donc c'est l'histoire d'une famille, la relation entre la narratrice et son petit frère Nati, je la trouve d'une grande tendresse. Et je me suis un peu laissée berner par l'écriture jusqu'à ce que je puisse avoir une vision d'ensemble et que je me rende compte qu'effectivement c'est un livre très violent. Et j'avais pas du tout envie de donner cette violence à lire, et je me suis laissée convaincre par la seule personne à qui je l'ai fait lire, une amie à l'époque, qui m'a dit ça vaut le coup d'en faire quelque chose. Mais ouais, je n'aime pas choquer. C'est vraiment quelque chose que je voulais pas faire. Mais voilà, c'est un livre qui avait besoin d'exister, alors il est là. C'est comme ça que je l'ai lu sur la plage, on va tous dire ce soir. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait peut-être le sable, la mer et le soleil au moment où je l'ai lu. J'ai ressenti cette tendresse. On va évidemment vous présenter les personnages, ceux et celles qui habitent cette maison. Et effectivement, à un moment donné, on se laisse heurter, frapper aussi par ce récit, par ce roman. Le Castor Astral, c'est une grande maison de poésie. Tu l'as dit, tu es poétesse, c'est comme ça qu'on dit. Et pourtant, c'est un roman que tu nous proposes pour ce deuxième livre. On va lire un extrait d'abord, peut-être pour que vous vous rendiez compte et que vous fassiez connaissance, vas-y Alix, avec les personnages donc, dont tu nous racontes l'histoire dans Du verre entre les doigts. Donc, je vais vous lire... Donc, il y a plusieurs personnages, donc je vais vous lire un petit passage qui en introduit certains. Depuis que l'absent a tiré sur la maison, la mère se moque de tout, ou presque. Elle ne sait plus parler aux gens. Elle dit des choses à la voisine, à la maîtresse, un peu méchante, un peu bizarre, comme si tout ça, c'était du vent. Elle ne sort plus, ne rit plus. Elle regarde Nati, jouer avec ses voitures, des billes entre les doigts. Elle dit « Mon ange, mon étrange petit garçon ». Elle regarde Nati enfermée entre les murs de la maison, enfermée dans sa tête, comme a dit le docteur quand Nati était petit. Il a dit « Votre enfant est comme un computer ». Il a dit en anglais pour épargner mes oreilles d'enfant trop petites, pas assez grandes pour comprendre. C'est vrai que Nati, il est étrange, différent. On ne comprend pas toujours ce qui lui passe par la tête. Pourtant, avec ses roues, ses voitures, ses câlins, ses chansons, avec la patience de la mère, Nati va bien, je crois. Quand il sourit, son grand front se plisse jusqu'à ses lèvres. Il mange la peinture, les billes, les petits cailloux. Il ne mange pas les roues des voitures, mais il se les met dans l'œil. C'est pour ça qu'il ne sort jamais. La mère l'interdit. Dehors, il se jette sur le mouvement des jantes et des enjoliveurs. L'autre fois, il est mort, mais l'hôpital l'a ramené. Alors, la mère a dit, le docteur a dit, l'hôpital a dit, il ne peut pas sortir. C'est un bug. Computer, Nati, bug. Résultat, il écrase son nez sur la vitre pour voir les voitures garées devant la maison, lire les plaques d'immatriculation en chantonnant. Ça fait des taches sur le verre. La mère nettoie. Elle continue comme avant la balle. Elle le lave, elle l'habille, elle fait en sorte qu'il mange tous les jours. Elle essaye, même quand c'est difficile. Jamais elle ne se dit « tant pis, il mangera plus tard ou demain ». Elle fait tout bien, la mère. Elle le couche, lui chante des chansons, monte le voir la nuit,
Quand il fait des cauchemars, ça le rassure. Pourtant, quelque chose a changé. L'autre jour, Nati a fait une crise, une grande crise. Elle l'a secoué, la mère, pour qu'il se taise. Il l'a mordu, elle a crié, avec l'urgence, comme si la peur pouvait revenir encore et encore, comme si le voir se rouler sur le sol était insupportable. La mère s'est enfermée dans sa chambre. Moi, j'ai tout fait comme il faut. Je me suis approchée doucement. « Viens, viens, sors de la maison. Suis-moi, allons à la rivière. On y fabriquera un bateau pour jusqu'à la mer. » J'ai chanté, jusqu'à ce que ça fonctionne. Nati s'est calmée. Il tremblait juste encore un peu quand elle est revenue. Doucement, la mère. Avec les yeux rouges, la mère, sans le regarder vraiment, sans le prendre dans ses bras, elle lui a tendu. La petite voiture bleue, sa préférée. Nati l'a attrapée. Entre le pouce et l'index, il l'a mise tout près de son visage. Il a fait tourner les roues un moment. Son tremblement s'est arrêté. Puis, il est retourné écraser son nez contre la vitre. « Parle pas, Nati, comprends tout. Mais c'est compliqué. » C'est une narratrice qui est la sœur de Nati. Je pense que ça illustre bien ce qu'on vient de dire pour présenter un peu ton roman. C'est cette force qu'il y a dans ce texte. Alors, je vais vous le montrer, peut-être que vous ne le voyez pas, mais on en reparlera sur la forme, effectivement, que prend ce roman, avec des phrases très courtes, des mots comme ça qui sont jetés, mais ça, on y reviendra dans quelques instants. En tout cas, cette lecture, elle montre bien aussi la façon dont tu as écrit ce roman. Alix, si on revient sur les personnages, on a entendu Nati, ce petit frère qui ne sort jamais, je dirais un peu hypersensible, qui ne parle pas, qui comprend tout, qui est très beau d'ailleurs. Oui. La narratrice sa sœur ne cesse de dire qu'il est très beau. Et puis la mère, on l'a entendu, mon ange étrange, mon magnifique petit garçon. La mère, qui est là aussi présente, qui n'est pas très en forme. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui va nous tarauder, qui va nous suivre tout au long du roman. Et puis un autre personnage qui est là sans vraiment l'être, qui est l'absent. Quand on entre dans cette maison, on fait connaissance avec tous ces personnages-là. Peut-être d'abord sur cette narratrice. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu ? Qu'est-ce que tu veux bien nous dire d'elle ? Eh ben, c'est assez énigmatique parce que Nati est le seul personnage à avoir un prénom. Et donc elle, on ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas quel âge elle a. On sait qu'elle ne va pas très bien, on sait qu'elle est hypersensible à tout ce qui est en train de se passer. C'est une petite fille qui louche et ça la complexe beaucoup parce que ça déplaît à sa mère. C'est une petite fille qui subit beaucoup la relation avec sa mère, qui est très dans une sorte de projection d'elle-même. Comment dire ça ? Il y a un autre personnage dont on peut parler maintenant dans ce livre qui s'appelle l'enfant rêvé, qui est une enfant que croise la narratrice dans les miroirs, une petite fille qui lui dit qu'elle n'est pas belle, qu'elle devrait faire les choses différemment, qu'elle ne plaît pas à sa mère. C'est une façon de parler de ce que les enfants intériorisent, des attentes des parents. Elle fait toujours mal, en quelque sorte, et elle lui dit assez franchement et assez violemment. Oui, exactement. C'est un personnage plein de haine. Et voilà, cette narratrice, elle est très isolée en fait. Il n'y a aucune mention d'amis. Elle va à l'école et à l'école, on ne sait pas comment ça se passe. Elle n'en parle jamais. C'est un enfant qui est très seul, très isolé et qui finalement s'intéresse beaucoup plus à ce qui arrive à son petit frère qu'à ce qu'elle est en train de vivre elle-même. Elle a un rapport, tu l'as dit, particulier aussi avec sa mère et on a l'impression en fait que reposent sur ses épaules beaucoup de choses dans cette maison. Oui, énormément de choses. Donc dans cette maison, Nati est un petit garçon en situation de handicap. Et la mère est pleinement
concentrée, pleinement investie dans le fait de s'occuper de lui, parce que c'est un enfant donc, qui se jette sur les roues des voitures, donc qui est enfermé. Et qui, elle le lave, elle l'habille, elle lui donne à manger. C'est pas un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui parle pas, même s'il comprend ce qu'on lui dit. Et la narratrice, finalement, je sais plus ce qu'était ta question. La narratrice, elle prend en charge effectivement. Oui, c'est ça. Elle a presque le rôle de parent dans cette histoire. Elle a une sorte de. Elle est parentifiée, oui, d'une certaine façon. Elle n'a pas une place d'enfant. Il n'y a pas la place pour un autre enfant, en fait. Il n'y a que Nati dans cette maison. Il n'y a que lui, parce qu'il faut tellement lui donner. Et on pourrait dire beaucoup de choses de la mère et de de comment cette famille, finalement, elle s'est organisée, parce qu'on pourrait se dire que cette mère n'a rien à offrir à cette petite fille. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi à dire de cette réalité. En tout cas, cet enfant, cette narratrice, elle absorbe énormément de choses. Et elle aussi, elle est dans ce soin vis-à-vis de Nati. Et aussi dans beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de la mère. Elle se rend compte de ce qui se passe, même si elle a du mal à mettre des mots. Et elle va venir parler de tout ce qui est en train de se passer dans cette maison, avec un regard d'enfant, mais quelque chose de très démuni dans cette façon d'être aux prises avec les événements. On découvre donc en rentrant dans la maison une famille monoparentale, comme on dit sociologiquement aujourd'hui, puisqu'il y a un absent, c'est aussi un personnage. C'est l'absent. Donc l'absent, c'est le père, qui n'est pas là, mais qui, par son absence, a beaucoup d'impact encore sur la famille. On n'en dira pas plus, pour pas tout vous révéler, effectivement. La narratrice, elle se retrouve effectivement, c'est donc elle qui nous raconte, et elle se retrouve effectivement comme une forme de tour de contrôle dans cette maison, puisque tu l'as dit, on ne sort pas de cette maison comme Nati. Oui. On est dans ce huis clos, on est dans une forme d'enfermement. C'est comme si l'extérieur n'existait pas. On n'imagine pas si c'est une ville, un village, on ne sait pas ce qu'il y a autour. On ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. Et en fait, c'est aussi... Alors, moi, j'aime bien quand j'écris... je trouve que c'est une vraie question de savoir où on est, quelle époque, qu'est-ce qu'il y a comme indice. Et là, il y avait quelque chose d'une nécessité de ne pas donner d'informations. Et ça montre aussi l'enfermement qu'il y a dans la maison. C'était pas un choix volontaire, mais en tout cas, ça s'est posé comme ça. De cette petite fille, elle n'a pas de considération pour l'extérieur. Elle est tout entière prise dans la maison. Voilà. Et son quotidien, c'est effectivement d'être dans cette maison. Elle ne va pas à l'école est abordée, mais elle y va, mais elle n'en parle jamais. On ne sait pas en tout cas ce qu'elle y fait. Ce qui nous fait dire qu'en fait, cette maison aussi, elle a un rôle très important, et c'est en quelque sorte un personnage. Oui, la maison est un personnage. Tout à l'heure, je disais, c'est un livre qui se ressent, c'est un livre qui nous fait ressentir des choses, et cette maison, presque, on la sent. On sent l'odeur de cette maison. On la voit apparaître dans nos yeux, même si, effectivement, c'est une description très sensorielle. Oui, très... Moi, je suis quelqu'un de très sensible, les odeurs, beaucoup de choses. Et cette narratrice, elle me ressemble beaucoup, évidemment. Et elle est très sensible à ce qui se passe dans cette maison. Et c'est une maison qui se transforme au fur et à mesure de l'histoire, qui a des endroits où elle moisit, et du coup, cette narratrice, elle sent les odeurs, elle a l'impression que la maison est sale, que la maison lui bave dessus, que la maison est en train de la salir. Et il y a une confusion entre la maison et la famille. Moi, dans le premier recueil, c'est deux mots que je trouve très intéressants à rapprocher. En tout cas, je pense que la façon dont on habite un lieu, ça dit beaucoup de comment on s'y sent. Et pour moi, c'est ça, cette relation à la maison qu'a la narratrice, c'est vraiment... C'est ça que ça veut dire. C'est déstabilisant parce qu'on se dit la maison, c'est le chez-soi, c'est le refuge, c'est là où on a envie de se sentir bien. Et c'est pas totalement le cas de la narratrice. On peut pas dire qu'elle se sente bien, ni dans sa chambre, ni dans cette maison, ni dans ces murs que tu décris, dans ces odeurs, dans ce délabrement aussi qui arrive au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle tient, en fait? C'est les liens aussi avec Nati,
La narratrice ou la maison ? La narratrice. Ah, ou la maison, dis-nous. À la maison, est-ce qu'elle tient vraiment ? La suite au prochain épisode. La narratrice, qu'est-ce qui fait qu'elle tient ? Je pense que c'est Nati. Hein. Mais je pense que Nati fait tout tenir à l'intérieur de cette maison. Au final, il y a un passage qui n'est pas prévu dans ce que je peux vous lire, mais quelque chose qui se cristallise autour de lui. Quelque chose qui fait qu'on ne peut pas... Elle peut pas pleurer. Enfin, c'est une petite fille qui pleure, mais elle ne peut pas réclamer l'attention. Il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle sait que Nati a besoin. Elle sait que Nati a besoin pleinement de la mère, et même si elle ne va pas le formuler, en fait, elle est dans cette posture-là. Et je pense que cet enfant lui rend beaucoup d'amour, ce petit frère lui rend beaucoup d'amour, et c'est ce qui l'a fait tenir. Après, il y a aussi une réalité... Enfin, c'est un livre qui s'inspire malheureusement de la vie réelle de certains de mes proches, etc. On n'en parlera pas forcément, mais les enfants ne sont très peu capables de détester leurs parents. Les enfants sont très peu capables de se désolidariser de la maison dans laquelle ils grandissent. Et elle ne connaît pas d'autre réalité. Elle sait bien qu'elle imagine bien sûrement que il y a des mamans qui sont pas comme sa maman, qu'il y a des familles qui sont pas comme sa famille, mais elle peut pas espérer autre chose. Tout ce qu'elle espère, c'est que sa mère lui tienne la main en sortant de l'école, parce que c'est le seul contact de tendre qu'elle va vivre à ce moment-là. Et elle se pose pas la question de comment elle tient. Elle est là et elle avance parce que c'est une petite fille, elle n'a pas le choix. Et parce que pèse aussi sur elle, et on l'a entendu dans ta lecture, une forme de responsabilité vis-à-vis de Nati. C'est elle qui arrive à le calmer durant ces crises, notamment par le chant. Et on a entendu un extrait tout à l'heure. Alors, on avance dans les personnages parce qu'il y a encore 2 personnages dont on n'a pas parlé. Elle me regarde, elle dit, mais qui est le deuxième ? Qui est le deuxième ? Il y a un chien qui va rentrer dans cette maison. Oui. Tu nous dis un mot du chien et après on parlera du grand frère. Si j'ai jamais vécu avec un chien, mais ce chien, c'est le chien que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je sais pas comment dire, il est arrivé dans l'histoire, j'écrivais, je n'ai aucun lien avec aucun chien, très peu connu de chien dans ma vie, et c'était d'une évidence qu'un jour, un vieux chien arrive dans la maison, il est malade, il pue, il a soif, et on lui ouvre la porte, et en fait, il va offrir tout ce qui lui reste de tendresse à offrir à cette petite fille et à Nati, et même à la mère. Hein. Et j'adore ce personnage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de légèreté dans ce texte, mais lui, il en apporte énormément. Puis il y a quelque chose de très fort aussi, de dire... la narratrice, à un moment, elle dit « J'ai compris que le vieux chien, comme Nati, parle avec la tendresse. » Et c'est de parler de ce langage qui est pas un langage de mots, qui est cette compréhension sans parole, qu'elle vit avec son frère, de se rendre compte que ce vieux chien, il est capable de comprendre aussi ce qui se passe dans la maison. Et j'aime énormément ce personnage. C'est vrai qu'au milieu de cette tristesse, cette solitude, de ce silence, on va y revenir, cette incompréhension aussi, parce que on vous donne les grandes lignes de ces personnages, on essaie de vous les caractériser, de vous dire qui ils sont, leurs relations les uns. Mais il y a aussi des choses que même moi, je crois, j'ai pas tout compris, et c'est pas grave. J'espère bien. Parce que c'est évidemment voulu, et tu m'as piégé et ça a bien marché. On a parlé donc du chien, de l'enfant rêvé, et puis du grand frère. C'est là où j'ai un doute. Est-ce qu'on devait lire un truc sur le grand frère ? Tout à fait. C'est ça. On va faire ça. Alors on va faire ça. Et pendant que tu te lèves, je vais te servir un verre d'eau de ce verre que je n'ai pas cassé. Donc, le grand frère. La mère n'a jamais dit pourquoi. Le grand frère est parti l'année dernière, très tôt le matin, un matin juste avant l'été. Il a passé la porte sans rien emporter. Il est parti. Toute la journée et toute la nuit. Dehors, loin de la maison. Au début, la mère a attendu. Nati a attendu, les yeux collés à la fenêtre, mais rien. Alors, le soir, la mère a appelé l'école et des amis du grand frère. Sans faire exprès, j'ai entendu. Personne ne sait, personne ne l'a vu. Ses amis ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment ses amis, que le grand frère à l'école était un peu méchant, qu'il racontait beaucoup d'histoires méchantes, qu'il ne dormait pas la nuit, qu'il dormait la journée, sur les tables de classe, les professeurs fâchés, les amis fâchés, tout le monde fâché, alors pas étonnant qu'il soit parti.
La mère a raccroché. On va attendre. Sur ses jambes, je l'ai vu essuyer ses mains moites. Quand il est rentré, il avait les pommettes bleues, abîmées et du sang sous les ongles. Il s'était frictionné pour se donner chaud dans la nuit fraîche. Sa peau était rouge, rouge, rouge partout, frictionné jusqu'au sang. Il a passé la porte, est allé dans la cuisine, il a ouvert un placard, a dévoré le pain à pleine bouche. La mère n'a rien dit, elle l'a laissé manger. Elle a cassé des œufs dans une poêle pour lui, sorti le beurre, le lait, les pommes, le raisin. Il a mangé, mangé. Le froid avait rougi ses yeux, il pleurait. Des larmes qui coulaient dans le lait, dans sa bouche en mâchant. Il avalait ses larmes, ne regardait personne. Il n'est jamais reparti dans la nuit. Et je ne l'ai jamais revu pleurer. Il a mangé, mangé, puis il s'est arrêté, a posé ses mains sur ses genoux, les yeux baissés. La mère est passée derrière lui, et j'ai vu, léger, léger, dans le tressautement de sa main, le geste retenu de caresser les cheveux de son grand-grand-fils assis à sa portée. Elle a dit « Tu iras en pension », avec les yeux secs et froids. Mais j'ai vu sa lèvre trembler, passer sur son front, dans ses yeux quelque chose vite, vite, quelque chose qui voulait dire « Mon fils, il est rentré ». Un soulagement immense qui disait tout l'amour. Le grand frère a hoché la tête, avec le visage grave. Il s'est levé, a voulu débarrasser la table, mais la mère l'a chassé. Il est monté dans sa chambre, sans un mot, sans nous regarder. Il y a dans ce passage des paroles que je n'ai pas prononcées, qui sont des passages barrés du texte. C'est tout ce que le grand frère ne dit pas. C'est important parce que ça va pouvoir nous permettre de rentrer dans le texte presque ligne par ligne. Tenez-vous, il n'y a que 270 pages, donc ça va nous prendre la soirée. Parce que j'ai envie de le montrer. Alors comment faire? Voilà, donc ça je vous l'ai montré. Ça c'est la mise en page, on va dire classique. Ça ressemble de loin à un recueil de poésie. C'est vrai. Ça tombe bien, c'est écrit par une poétesse. Et parfois, on est heurté effectivement par des flèches, des vers barrés, des doubles pages, une police différente, de l'italique. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux nous signifier par cette mise en page et ces espaces aussi, ces blancs, ces flèches, ces signes? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tous les secrets d'un coup, là, comme ça? Ouais. Alors, ce que tu veux bien nous dire. Donc déjà, il faut savoir que ça, c'est un travail avec mon éditeur, car moi, j'avais très peu donné la parole à ce personnage du grand frère, qui est donc le personnage qui a la parole dans ces doubles pages surmontées de flèches. Parce qu'on l'a entendu, il ne dit rien, il ne parle pas, en fait, il n'interagit avec personne, en tout cas verbalement. Il est mutique. Il est mutique depuis le moment où il a fugué. Et à un moment dans l'écriture, je faisais comme ce que font les gens qui écrivent des textes un peu classiques, je mettais des guillemets, et je me suis rendu compte que je pouvais barrer les textes entre guillemets, que ça ressemblait vachement à des flèches. Et du coup, c'est de là qu'est venu le motif de la flèche pour exprimer ce que le grand frère ne dit pas. Ce sont des guillemets barrés. Ce sont des paroles tues. Et voilà, dans ce travail de lui donner la parole qui a été fait a posteriori du premier jet de ce texte, ça a été compliqué. J'ai décidé de le faire s'adresser à la mère. Et donc en fait, tous ces passages sont des extraits de ce que le grand frère ne dit pas, mais qu'il aurait aimé dire à la mère. Voilà. Que veux-tu savoir de plus? Des doubles pages donc, qui viennent arrêter en quelque sorte la narration, un peu comme des chapitres. Moi, je les ai vus, je me suis dit, après, est-ce que thématiquement, ça fonctionne? Je ne suis pas certain. Beaucoup de travail de découpe. Mais effectivement, il y a ce découpage-là. C'est encore plus fort. Tout à l'heure, je te regardais debout sur la scène quand on t'entend le lire. Parce qu'il y a effectivement
dans cette écriture, quelque chose de très dépouillé, peu de mots. D'ailleurs, tu en rajoutes quand tu lis. Je le dis pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux. Mais il n'y a pas un mot de trop, et en même temps, c'est fait pour être déclamé sur cette scène, presque. C'est écrit à haute voix, beaucoup. C'est vraiment la voix de la narratrice. Quand j'écrivais de la poésie, puis d'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait une narratrice dans ce que j'étais en train d'écrire, et qu'il y avait des événements, et qu'en fait on était en train de partir sur une histoire. Et c'est vraiment la voix de cette narratrice où je me suis accrochée à ce rythme, à cette espèce d'urgence, quoi, de flux continu. Il y a très peu de ponctuation, donc c'est une sorte de monologue intérieur finalement. Et ouais, c'est vraiment ce rythme-là qui a porté ce texte. Effectivement, le grand frère vient marquer la séparation. Voilà. Des ruptures dans ce texte qui est aussi rythmé par, on peut le dire, c'est une forme de petites comptines. On peut dire que c'est des comptines. Et c'est là où tu arrives effectivement à nous faire ressentir presque cet état de l'enfance, parce que depuis le début, en fait, on est dans ce passage entre l'enfance et l'âge adulte en permanence. Et moi, j'ai trouvé que ces petites comptines, tu nous as lu un extrait quand la narratrice chante quelque chose à Nati pour le calmer, mais il y en a qui sont d'un autre ordre, qui nous replongent nous-mêmes dans notre enfance. Alors les mots ne sont pas les mêmes, mais on retrouve des mélodies, et là, il y a comme une forme d'immersion, en fait. Tu nous ramènes à quelque chose de l'enfance et qui nous met dans cette ambiance aussi de cette maison en particulier, je trouve. Ouais. Les comptines, c'est un peu un des mystères de l'histoire. C'est que donc la plupart, ce sont des comptines qui sont retravaillées et transformées, mais qui existent. Et moi, j'aime bien imaginer que ce sont les enfants qui chantent. Nati, il chante beaucoup. On ne sait pas exactement ce qu'il chante. On ne sait pas si c'est ces comptines-là. On sait que la narratrice aussi, elle chante. On sait que le grand frère aussi chante. Et donc c'est un petit peu, finalement, d'autres énigmes à travers le texte qui donnent à la fois un peu de l'ambiance, à la fois un peu de ce qui va se passer, et qui sont peut-être chantées par les enfants. C'est amusant parce qu'en relisant les pages que j'ai imprimées pour cet entretien de préparation, à chaque fois j'ai écrit mystère, énigme, suspense. Et donc on retrouve ça tout au long de la préparation. Et du coup, je me demande si, justement, il y a surtout écrit le dénouement, ne rien dire en gros. Parce qu'au cas où j'oublierais qu'il ne fallait pas que je vous le dise. Mais comment est-ce qu'on construit ce suspense ? Est-ce qu'à un moment donné, à quel moment de l'écriture ça arrive et tu te dis, voilà, il faut que je ménage quelque chose, il faut que je prépare le dénouement, ou alors pas du tout? Ça s'est fait en 2 phases. Et quand j'ai écrit ce texte, je l'ai écrit en très très peu de temps, en quelques mois. Et vraiment, j'étais tous les jours dessus, je faisais que ça, c'était très intense. Et je ne voyais pas du tout où ça allait arriver. Et je n'avais pas conscience il y avait du suspense, je n'avais pas conscience de tout un tas de choses. C'était assez étrange. Et à un moment, j'ai écrit la fin. Et je me suis rendu compte que voilà, j'avais écrit la fin, donc c'était fini. Et aussi simplement que ça. Ouais. Après, c'était dans le désordre. J'ai fait beaucoup de travail de remettre dans l'ordre pour avoir une première version. J'ai enlevé beaucoup de choses. Et après, il y a eu un deuxième temps de travail avec mon éditeur, où là, le suspense a été aussi au centre de retravailler, réagencer, pour que vraiment il puisse prendre une vraie place dans l'histoire. Mais j'avais pas conscience d'avoir écrit un texte à suspense. Et j'ai un ami qui m'a dit que c'était presque un polar, et c'est vrai que c'était pas du tout prémédité. Et moi-même, ça m'a surpris. La fin m'a surpris. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train d'écrire tardivement, finalement. Et d'ailleurs, il faut se laisser surprendre par cette fin, parce qu'en fait, on est, tu l'as dit tout à l'heure, dans une écriture haletante, quelque chose d'assez électrique presque, ouais. Dans cette façon de lire, d'entrer dans la pensée de la narratrice, dans cette course, effectivement. Et en fait, c'est pas le plus important.
la fin. Non. Il faut se laisser effectivement immerger. On entre dans cette maison, on fait des connaissances avec ceux et celles qui y vivent, on essaie de comprendre ce qui s'y passe et on prend beaucoup de plaisir aussi dans cette démarche-là, sans effectivement peut-être attendre la fin comme tu l'as dit. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un roman ? Si on revient quelques années en arrière, 2022 paraît « Faut-il des murs pour faire une maison ?» Encore une maison. Toujours des maisons. Toujours une maison. Là aussi, c'était en quelque sorte un poème qui se lisait d'une traite, Oui, que tu avais d'ailleurs lu ici à la Maison de la Poésie. Tout à fait. Là encore, on est sur une histoire. Alors, qu'est-ce que permet la forme romanesque, surtout quand on vient de la poésie et que d'abord on écrit de la poésie ? Je pense que la poésie, c'est surtout une forme qui m'a permis d'écrire l'histoire que j'avais envie d'écrire, sans le savoir finalement, mais je crois que c'est tellement enchâssé l'un dans l'autre que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Et j'ai pas voulu écrire un roman, j'écrivais de la poésie et puis d'un coup c'est devenu un roman. Mais je crois que la poésie, c'était d'abord un moyen d'écrire, parce que c'est pas du tout le même acte d'écrire avec la liberté de la poésie, du vers, du rythme, que d'écrire avec des majuscules et des points, des chapitres et des parties. Et ça, c'était, je pense, un grand frein. Moi, j'ai essayé d'écrire beaucoup de livres dans ma vie et j'ai jamais réussi à passer un certain cap, à sentir mon histoire, à sentir mon rythme, parce que je pense que j'avais des contraintes qui me correspondaient pas. Et là, c'est vrai que de passer par la poésie, c'est devenu très évident, en fait, que ça pouvait être un enfant, ça pouvait aller vite, ça pouvait être crié, ça pouvait être... Finalement, il y avait beaucoup plus de voix dans cette façon d'écrire qu'il n'y en aurait eu dans un roman. C'est très difficile le dialogue, c'est très difficile d'écrire à la première personne. Et en poésie, avec la liberté que la forme propose, l'histoire a été très simple à dérouler. Déjà dans le précédent, la poésie faisait histoire. Déjà, tu racontais quelque chose du début à la fin. Ouais. Moi, je suis pas une très bonne lectrice, il faut le savoir. C'est-à-dire que je trouve que c'est difficile de lire de la poésie quand on ne sait pas où ça va. Moi, j'aime bien un livre que, quand je le rouvre, je sais où j'en suis, je sais dans quelle ambiance je me trouve, je sais dans quel propos. Et du coup, le fait d'écrire donc ce premier recueil qui se lit d'une traite, d'être dans une narration, c'était pour moi une façon de... j'ai écrit ce que j'aurais aimé lire, quoi, quelque chose qui... Je peux l'arrêter, je sais où j'en suis quand je reprends. Moi, je lis beaucoup plus de romans que je ne lis de poésie, même si j'adore la poésie. Et je trouve qu'il y a de l'inventivité dans la poésie qu'il n'y a pas souvent dans le roman, mais que la narration, elle donne quelque chose de très fort. Et on s'attache à des personnages d'une façon magnifique dans le roman, et moi, ça me manque en poésie. L'écriture de ce texte, c'était une histoire d'amour avec Nati. Ce personnage de Nati, je l'ai rencontré en écrivant et je me suis dit, mais il a tellement besoin d'un roman pour exister. Ce serait trop dommage de lui donner, c'est pas pour réduire la poésie, mais de ne pas lui donner autant de pages, de ne pas donner autant d'espace à cette adelphité qui est très forte. Bon, et après, tout ce qui va autour. Et voilà, je pense que j'aurais pu raconter des choses comparables dans la poésie, mais qu'il n'y aurait pas eu ces personnages si attachants qui, moi, font que ça me permet de continuer de lire un livre. Quand j'aime un personnage, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. Voilà. Et c'est là où c'est très fort, parce que, effectivement, tu arrives, avec cette forme-là, à nous donner beaucoup de choses de ces personnages, malgré le silence, à faire dire beaucoup de choses aux personnages qui ne parlent pas, dans un contexte où on l'a dit, on n'exprime pas ses émotions, et pourtant de l'émotion, il y en a toutes les 2 pages. On ne dit pas « je t'aime », et pourtant on sent qu'il y a de l'amour. Et puis voilà, il y a ce silence aussi que tu arrives à matérialiser sur ces pages. Oui. Je ne sais pas si ça mérite une réponse. C'était une forme de compliment. Oui. Donc je merci. ne te laisse si tu ne veux pas répondre. Il n'y avait pas de question. Donc... ouais. Non, mais c'est sûr que c'est une... Oui, non, vas-y, question suivante. Question suivante. Elle avait le droit à une question suivante, c'est donc celle-là. Je suis super stressée au cas où ça... Est-ce que tu veux bien lire le 3e extrait de l'incendie à l'école ? On va retrouver évidemment Nati, qui
qui est dans la maison, mais qui là, pour le coup, était à l'école à un moment donné. C'est le 4e extrait pour information. Tu dis ça pour moi ? Oui. D'accord, je le note. Nati a peur du feu. Quand il était petit, à l'école, il y a eu un feu, pas comme celui des bougies. Un vrai feu, qui était plus grand que les grands vieux, que les grandes vieilles et que les grandes, qui font l'école et la récré. Les pompières sont venues, l'eau a éteint le feu, Nati était perdue. On l'a cherché partout. Les pompières sont rentrées dans le bâtiment pour le trouver. Il n'y était pas et elles sont ressorties en transpirant sous leur combinaison. Je criais « Nati !» le plus fort possible, morte de peur, la peur partout. Mes jambes tremblaient, mes yeux piquaient, de la fumée, des larmes. Nati, il me restait que ça comme parole, je jure que ça. Je ne pouvais pas dire autre chose. Les pompières demandaient mon nom et moi je disais Nati, mais Nati c'était pas moi. Heureusement, elles avaient compris. Il y avait de la poussière partout, qui me rentrait dans le nez, dans les yeux, dans ma bouche qui criait. La poussière, ça ressemble à la peur. Ça rentre partout, ça s'infiltre, ça fait tousser, pleurer les yeux et le goût méchant sur les lèvres. Nati! Je devais rester loin du feu, mais j'avais le droit de crier. J'imaginais que ma voix cherchait Nati dans les couloirs de l'école. Nati! Je criais pour que ma voix tourne à droite, à gauche, dans la salle des petites, dans la salle des moyens grandes. Nati! Je voulais que ma voix le retrouve pour lui montrer la sortie. Le feu était mort. Il a commencé à faire nuit, presque nuit noire. Alors, Nati est sorti. Alors, il est revenu. Les pompières étaient toujours là. Tout le monde s'est jeté sur lui. J'ai crié « Nati !» Et le reste de mes mots m'est revenu d'un coup. « Ne le touchez pas !» Il a fermé les yeux forts en voyant les pompières arriver sur lui. « Ne le touchez pas, arrêtez !» Tout le monde s'est arrêté. Tout près, il a rouvert les yeux. Il m'a vu, il est venu vers moi, dans mes bras Nati. J'ai ouvert mes bras en grand, une seconde, il est venu, je les ai refermés sur lui doucement. Ses cheveux sentaient la cendre, son pull avait fondu, sur la peau de son bras, son dos, son épaule. Nati. Il a respiré, dans mon cou. Il s'est calmé. La pompière m'a dit « Il va falloir qu'il nous laisse le toucher, c'est possible ?» Je lui ai murmuré des choses et Nati a compris. Il est sorti de mes bras. On a essuyé son visage plein de suie. Quelqu'un a découpé son pull et je lui ai tenu la main. Fort. Nati, je ne l'ai pas lâché. La mère est arrivée, en courant, pleurant, comme ne font pas les grandes vieilles. Un chagrin, soulagement immense. Elle a serré Nati. Mon ange, mon petit garçon. Dans sa voix, j'ai entendu cette émotion spéciale, qui n'est pas la tristesse. L'émotion quand l'idée de la mort a touché au visage d'une personne, d'un enfant qu'on aime plus que tout, qu'on se précipite, qu'on court et qu'on le retrouve en vie. Vivant, vivante, que la mort est partie. On pleure de quelque chose plus fort que le chagrin, plus fort que la joie. On est absolument en vie. Depuis l'incendie, Nati, il n'est plus à l'école. Il est nulle part. Depuis l'incendie, Nati, il est sur liste d'attente. C'est comme ça que dit la mère. Liste d'attente, ça veut dire nulle part. Liste d'attente, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour lui. Ça veut dire qu'on attend. On attend. Pour que Nati, il aille dans une école spéciale. Spécial, ça veut dire pour les enfants qui ont des bugs. Et c'est très long. La mère, souvent, elle dit comme ça. C'est trop long. Qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Parce que pendant que Nati est sur liste d'attente, elle est tout le temps à la maison, la mère, pour aider Nati à se lever, se laver, s'habiller, manger et boire. Il y a des jours où c'est très difficile. Une fois, je m'en souviens, elle était assise à la table de la cuisine. Elle a regardé Nati jouer avec les roues des petites voitures. Elle a dit « C'est trop long ». D'une façon spéciale, son visage s'est crispé, avec la bouche qui plisse et qui tremble, tellement que ça m'a fait mal. Elle s'est levée, elle est partie. Elle a pris son visage avec elle. Mais le tremblement est resté.
quelque part suspendue dans l'air. Et Nati aussi l'a senti. J'ai la gorge serrée. Moi aussi. En t'écoutant, pardon, je vais boire un peu d'eau. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais waouh, qu'est-ce que c'est beau là sur cette scène, dit comme ça. Et c'est amusant parce que on a parlé de l'oralité et je pense qu'on peut en reparler parce que pour toi, c'est très clair, la poésie, c'est d'abord quelque chose de l'oral, mais il y a une force de comment dire, presque de jeu quand tu lis. Ça a totalement la place sur cette scène en quelque sorte. Est-ce que tu le ressens aussi, peut-être quelque chose de théâtral dans cette façon d'écrire? Je sens qu'il y a un vrai personnage, que la narratrice, elle existe. Enfin, elle a une vraie réalité quand je le lis. Je le lis pas tout le temps de la même façon, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de joué. Je sais pas si ce texte serait intéressant à être joué, mais en tout cas, il a vraiment... Comment dire, il est légitime à être lu à haute voix, quoi. Il a quelque chose avec cette dimension-là. C'est amusant parce que moi j'aime bien lire à haute voix quand je lis pour moi. Sur la plage c'est parfois compliqué, je vous le déconseille, mais il y a effectivement une façon de le lire et une façon de s'imprégner et de comprendre effectivement ce que dit, comment elle le dit, la narratrice, et comment elle nous parle. Alors sur cette idée de la poésie, on en a parlé tout à l'heure ensemble, on a des vieux souvenirs de poésie un peu poussiéreuse, certainement celle qu'on nous a enseignée à l'école. Là, on est dans quelque chose de très différent, de quelque chose de très contemporain. Comment on trouve sa place en tant que jeune autrice quand on entre dans le temple de la poésie, on doit être un peu impressionné, un peu avancé à tâtons. Est-ce que toi, tu t'y sens bien? Est-ce que tu y allais directement quand tu as commencé à écrire? Et comment on trouve sa place? Je ne sais pas comment on trouve sa place. Moi, j'aime beaucoup le monde de la poésie. Je m'y sens bien. Je trouve que c'est un univers littéraire où il y a beaucoup d'espace pour les voix différentes, les réalités différentes. D'ailleurs, ce livre-là, en étant un roman, il se soustrait un peu à uniquement cet univers-là. Et c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai pas du tout eu l'ambition d'être publiée, d'écrire pour d'autres gens. Ça m'est vraiment tombé dessus avec le premier livre. Je faisais des ateliers d'écriture. J'étais plutôt dans une pratique de l'écriture comme une sorte d'artisanat, parce que ça me faisait du bien, parce que ça avait du sens. Ça fait très très longtemps que j'écris, mais j'avais pas du tout envie d'être exposée, envie d'être lue. Très très longtemps, quand on a 24 ans, Alix? Mais je sais pas, CM2, je sais pas quel âge. D'accord. Ouais, ça fait longtemps. Plus de la moitié de ma vie, en fait. Mais le premier livre, c'est une amie qui m'a poussée à l'envoyer quelque part. Je l'ai vraiment bricolé, quoi. C'était pas... J'avais aucun espoir. Je m'étais même jamais projetée dans écrire et venir parler de ce que je fais aux autres. Et celui-là, j'étais pas encore dans une dimension de public. Le premier recueil, c'était un recueil avec un tout petit tirage qui a touché un milieu tout petit. Donc c'était... Qui a reçu le prix de la vocation poésie, qui a été reconnu, qui a été repéré. Ce prix, par exemple, c'est un encouragement, c'est une reconnaissance pour toi? C'est un encouragement, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a été plus simple d'envoyer mon manuscrit ensuite de celui-ci. Mais c'est vrai que moi, ce livre, je l'avais laissé dans un placard. C'est vraiment une autre copine qui m'a dit « Ah non, c'est quand même super, vas-y, envoie-le ». Mais ouais, non, je sais pas comment... Je me rends pas compte de... Voilà. Et la poésie, du coup, c'est aussi quelque chose de... Comment dire, une forme de liberté j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très profond. Et donc, on a parlé de la forme, de la poésie pour écrire, raconter une histoire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va un peu au-delà, une forme d'engagement, une forme de vouloir tout de même dire quelque chose de très... de dénoncer quelque chose, de donner ce coup de poing dont on parlait tout à l'heure? Il n'y a pas de vouloir parce que je ne l'ai pas
j'ai pas eu la volonté. Par contre, il y a un débordement. Clairement, pour moi, c'est un livre sur la violence qu'on fait aux enfants. C'est un livre sur les enfants qui sont mis à des places d'adultes parce qu'il n'y a pas la place pour eux. C'est un livre aussi sur les parents qui sont isolés. Moi, je viens pas d'une famille catastrophique, mais j'ai vu des trucs pas chouettes. Et en fait, ce livre, il était là depuis longtemps, je crois. Il y a beaucoup d'histoires de proches, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont à l'intérieur. C'est surprenant parce que la phrase qui a été mise en avant, qui est finalement une des seules adresses de la narratrice au lectorat, c'est de dire tout est réel et rien n'est vrai, car vous ne voyez que ma tête. Et pour moi, c'est ça. Tout est réel et rien n'est vrai, c'est une fiction, mais tout est réel. En fait, la réalité, elle est violente. Et les enfants sont victimes énormément et on s'intéresse, je trouve, pas assez aux histoires des enfants et à comment ils vivent les choses. Et ça, c'est une réalité. Enfin, moi, j'ai pas choisi d'écrire ça, c'est tout ce que je pouvais écrire. Parce que c'est la vie que j'ai et parce que c'est la sensibilité que j'ai. Et c'est un livre très triste parce que je suis pas quelqu'un de très joyeux, même si il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de belles choses dans cette histoire. Et oui, je sais pas s'il y a un engagement, mais en tout cas, moi je trouve qu'on a un système qui protège beaucoup l'unité familiale, mais qui ne protège pas les enfants en tant qu'enfants. Et je suis très remontée contre ce système et je sais pas du tout quoi faire. Je pense qu'on est beaucoup à être démunis et à se rendre compte de ça. Et voilà, moi c'est un livre d'un enfant devenu adulte qui a vécu avec d'autres enfants qui ont vécu des trucs qui n'auraient jamais dû arriver, qui a connu des parents d'autres enfants qui étaient isolés dans des maisons où personne n'est jamais venu frapper à la porte pour voir comment ça se passait. Et ça, c'est quelque chose que, c'est tellement ma réalité que, même sans le vouloir, en fait, c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Waouh. Merci. C'est ce que je vous disais quand je suis arrivée. J'ai reçu un message aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit merci. Parce que moi non plus, j'en peux plus de toute cette violence et je crois que ça me fait du bien de vous le dire ça aujourd'hui, même si c'est pas très léger. Le texte y circule maintenant. Grâce au Castor Astral, on va le redire, dans ces belles couleurs, cette belle mise en page. Aujourd'hui, il est figé, il est inscrit sur ces pages qui étaient blanches et qui ne le sont plus. Qu'est-ce que ça représente, ça, maintenant que c'est imprimé, distribué, vendu, lu, rempli de grains de sable, désolé. Enfin voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait que ce soit un livre maintenant? Déjà, c'est difficile parce qu'à chaque fois que je le lis, j'ai envie de retoucher des trucs et c'est trop tard. Si je pouvais, je ferais plein de corrections encore. Mais non, c'est formidable. Moi, je réalise pas trop, mais je pense que je réalise quand je rencontre des gens qui l'ont lu et qui ont aimé. Pour l'instant, un livre sans personne qui le lit, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un accomplissement, il n'y a aucun doute. Moi, avant d'écrire des livres, j'étais un peu paumée dans la vie. Maintenant, je sais qu'il y a des choses que j'aime faire et où je me débrouille pas trop mal, donc ça, c'est super. Et puis, oui, c'est un hommage, comme je disais, à des gens que je connais, et ça a beaucoup de sens. Tu as dit un mot tout à l'heure d'atelier d'écriture. Tu vas partir dans quelques jours pour un mois de résidence, donc ça se poursuit, l'aventure de l'écriture. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, on avance, on a fait le premier recueil, le premier roman, la première pièce de théâtre, le premier... C'est quoi la suite? Je ne sais pas, j'aimerais bien continuer d'écrire, ça c'est sûr. Et oui, là je pars un mois en résidence, je vais faire des ateliers dans des collèges, lycées avec des enfants. Et ça c'est génial, moi j'adore. C'est très, très intimidant, encore plus que vous n'êtes intimidant et intimidante, parce que c'est d'autres sensibilités. Et moi j'arrive aussi avec ce que je suis, donc des fois il y a des enfants, ça les remue pas mal. Ça c'est pas toujours simple à gérer. Mais oui... pouvoir leur proposer des ateliers, leur montrer que la poésie, ça peut être ludique, que tout le monde a le droit d'écrire, qu'il n'y a pas que des poètes vieux, morts, hommes, et tout ce qui va derrière. Voilà. Et c'est chouette.
Et ça fait partie des choses que j'aimerais continuer. Et puis continuer d'écrire. J'aimerais bien écrire pour le théâtre aussi. Voilà. Et dans les inspirations, dans ce qui aujourd'hui te nourrit, est-ce qu'il y a d'autres, quelques vieux poètes morts, hommes ou femmes ou autres que tu lis, que tu aimes, qui te donnent des idées, qui t'inspirent? Il y a beaucoup de poètes, poétesses qui m'inspirent, mais alors je suis très nulle pour citer, surtout que je grappille énormément dans plein de recueils, notamment dans les collections du Castor Astral. Mais ouais, non, je suis très nulle pour citer des gens. En tout cas, je trouve que la poésie, aujourd'hui, elle est queer, féministe, engagée sur des questions de racisme, et ça me parle beaucoup parce que c'est pas... Enfin, je trouve que faire de la littérature en ayant un propos et en ayant un vécu différent, c'est hyper enrichissant, et moi, ça me parle beaucoup. De découvrir le monde de la poésie aujourd'hui. Après, comme je disais, moi, je lis aussi beaucoup de romans. Je vais beaucoup au théâtre, donc des aspirations. J'aime énormément le cinéma. Donc voilà, je me nourris de beaucoup de choses, pas que de la poésie. Et qu'est-ce que tu aimerais que cette poésie permette à ces jeunes que tu vas rencontrer lors de ces ateliers? Tu as envie de te dire, comme pour moi, ça m'a aidé à grandir, peut-être que ça peut vous aider à grandir? C'est très dur d'arriver et de se demander... c'est une vraie question de pourquoi on vient pour leur faire sécher 2 heures de français. Ce qui, en soi, pas forcément mal. En tout cas, il y en a qui ça fait plaisir. Mais je pense que ce qui, moi, m'intéresse, c'est de leur montrer que la poésie, c'est très libre, que je leur montre des extraits. Il n'y a pas de vers, il n'y a pas de rime, il y a pas de... Enfin, il y a des vers, mais il n'y a pas de rime, il n'y a pas de virgule. Il y a plein de choses qui sont fausses, en fait, selon les règles que l'école leur enseigne et la liberté que ça leur donne dans l'écriture. Ça, c'est très intéressant. Et il y en a vraiment, ils s'en saisissent. J'ai fait lire un extrait de Les Chevals morts d'Antoine Mouton, et un gamin, il a écrit un énorme texte avec que des fautes partout. Il était trop content, alors que c'est un enfant qui écrivait très peu. Et ça me fait plaisir de se dire c'est à la portée de tout le monde, l'orthographe, c'est pas grave. Mais après, qu'ils en fassent un outil, que ce soit quelque chose qui leur sert, ça, c'est hors de ma portée. Mais il y en a qui s'en saisissent. Il y en a qui écrivent des choses. Ça se voit que ça leur fait quelque chose, ça leur fait extérioriser quelque chose. Mais moi, je laisse juste la place, c'est tout. Ça leur fait du bien, effectivement. On va arriver à la fin quasiment de cette rencontre. Tu vas nous lire un dernier extrait, mais d'abord, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce placard? D'autres textes? Pas dans ce placard-là, dans ton placard où tu ranges ces fameux textes, et où à chaque fois il y a une copine qui vient et qui te dit ça c'est bien quand même, sors-le. Alors combien d'autres textes tes copines ou copains qui sont peut-être présents ce soir peuvent encore dénicher? Il y a beaucoup trop de projets en cours, c'est horrible, j'arrive rien à finir. J'ai au moins 8 trucs sur le feu. Non, c'est pas vrai, peut-être pas autant. Mais j'ai écrit une pièce de théâtre l'année dernière, et ça fait 1 an que je me dis il faudrait que je la retravaille pour en faire quelque chose. Parce que j'ai travaillé en EHPAD, parce que du coup je suis du médico-social à la base, donc j'ai travaillé 6 mois en EHPAD juste avant le Covid, et c'était horrible, et donc j'ai écrit là-dessus. Et voilà, ça, c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc ça fait... Mais il y a des choses à dire, hein. Donc ça fait partie des choses où peut-être... Arrêtez de rigoler. Ça, j'aimerais bien écrire là-dessus, et puis... j'aimerais bien écrire un autre roman, parce que c'est incroyable. Tous les jours, être plongé dans un univers, dans des rencontres avec des personnages. J'espère réussir à m'accrocher jusqu'au bout de mes projets. Est-ce que tu as une idée pour ce roman, ou est-ce qu'il faut encore l'attraper, cette idée? J'ai une idée qui se dessine. Je crois que j'aimerais que ça parle d'écologie. Mais c'est pas un sujet facile, donc pour l'instant, c'est encore très, très nouveau. Je pense que ça va aussi encore beaucoup parler d'enfants. Ça m'intéresse moins, les adultes. Et pour nous livrer un dernier secret, tu as l'idée, tu vois à peu près ce que ça peut donner quand c'est imprimé, tu as ta liberté dans la poésie. Comment tu te mets dans des conditions pour écrire? Là, en plus, tu vas rencontrer beaucoup de lecteurs et lectrices dans les librairies pour la sortie de ce roman-là. Mais comment est-ce que Alix, l'écrivaine, se met en condition pour écrire? Alors c'est très difficile en ce moment quand je fais plein de dépassements.
de déplacement. Moi, je crois beaucoup à la ritualisation des temps d'écriture. Donc, quand, dans une période idéale qui n'est pas celle-ci, j'essaye d'écrire tous les matins, je me mets en condition, c'est-à-dire que mon téléphone est le plus loin de moi possible, et c'est vraiment très difficile. Il y a des enjeux de concentration, d'espace qui sont pas évidents, mais je pense que faut toujours aller chercher, quoi. Ça n'arrive pas tout seul, et il faut avoir envie vraiment de se confronter à peut-être galérer pendant 20 minutes avant d'écrire un truc intéressant, et que du coup la motivation s'enclenche. Mais voilà, moi j'essaye de me ménager vraiment des espaces d'écriture et de trouver le rythme. Pour moi, c'est un des indispensables qui fait que j'arrive à me plonger dans une histoire, c'est que j'ai un rythme, j'ai quelque chose. Comme là, c'était la narratrice, quelque chose auquel m'accrocher pour continuer. C'est douloureux ou c'est plaisant ? Des fois, c'est incroyable. Enfin, ce livre, c'était incroyable. Je réfléchissais pas, j'étais là. Mais c'est douloureux parce que c'est aussi douloureux dans les thèmes. Ça, c'est vraiment pas facile. J'avais un autre projet d'un recueil de poèmes que j'avais pas l'énergie enfin, c'était beaucoup trop sombre pour continuer. Et je trouve que c'est important de aussi avoir de la beauté et de la douceur à mettre à l'intérieur de ce qu'on fait. Donc des fois, il faut aussi se ménager pour écrire. Donc ça peut être douloureux. On va essayer de terminer cette rencontre sans douleur avec un dernier extrait que Alix va nous lire. Donc je rappelle simplement qu'à l'issue de cette rencontre, vous pourrez aller vous jeter à la librairie sur ce livre du ver entre les doigts, ton deuxième livre, Alix, paru au Castor Astral, donc, et on va terminer avec cette dernière tirade de la narratrice. Alors ça, c'est un passage que j'ai écrit bien avant d'avoir terminé le livre. Voilà, mais c'est quasiment la fin. Je tombe sur le pas de la porte, comme la mer ce jour-là, les genoux contre le sol. Je tombe face au miroir, sans vitre et sans reflet. Je me revois dans la chambre. Je me revois dans l'œil de la mer. Je ne me reconnais pas. Agenouillée, là, face au plancher méchant. Je ne me ressemble pas. Je me suis perdue quelque part. Je me suis perdue loin d'ici. Dans ma tête, les choses n'ont pas leur vrai visage. Je cherche la photo du chien dans mes poches. Je cherche le visage du chien dans ma mémoire. Je ne trouve rien. On dirait qu'il est sorti de moi. On dirait qu'il s'est échappé de ma tête, qu'il n'a jamais existé. On dirait que je n'existe pas. Qui est la petite fille assise à l'entrée de la chambre ? La maison ressemble à une télévision cassée. Les couleurs ne sont pas à la bonne place. Les bruits ne sont pas les vrais bruits. Les enfants ne sont pas les bons enfants. Ce sont des enfants cassés. Où sont les enfants qui fonctionnent à l'endroit ? Les enfants qui savent encore rire, faire du bruit et trouver ça normal. Faire du bruit et ne pas s'inquiéter. Où sont les enfants qui savent encore ne pas s'inquiéter, qui savent encore parler, qui ont sur leur visage les bonnes grimaces au bon moment, qui regardent dans les miroirs, sur les photos, dans la maison, qui s'y trouvent à leur place. Où sont les enfants à leur place d'enfants ? Les enfants qui ne sont pas violents avec les autres, avec leur corps, avec le corps des autres et les roues des voitures. Où sont les enfants légers ? Nous ne sommes pas légers. Nous ne sommes ni enfants, ni adultes, ni grandes, ni vieux. Nous sommes petits, petites. Nous sommes grands, grandes. Nous sommes petites, grandes, vieilles. Ça veut dire que nous avons tous les âges. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Nous avons déjà grandi. Nous ne ferons que vieillir. Petits, grandes, vieilles, ça veut dire que nous sommes quelque chose de différent de l'enfance. Quelque chose qui s'en rapproche, mais ce n'est pas ça. Nos cerveaux ressemblent à des machines cassées. Nous pleurons la nuit, nous faisons des cauchemars qui durent toute la journée. Nous n'avons pas de jeu, nous n'avons que des occupations pour essayer de ne pas penser, pour oublier, pour ne pas ressentir. Écoute-moi bien, je me souviens de tout. Ce que je raconte, c'est l'histoire de la maison et de nous dedans. Et c'est moi, je suis la petite fille, assise à l'entrée de la chambre. Je me souviens, les poumons comprimés et le sang dans la bouche, le visage du vieux chien que j'aime et qui est mort, et Nati, tout petit Nati, le corps jeté par terre. Je me souviens de la chaleur du vieux chien qui se couchait sur mes pieds pour que je n'aie pas froid. Des bras de Nati, refermés sur moi. Je pense à eux si fort.
que des larmes me viennent dans les yeux. Je pleure de quelque chose, plus fort que le chagrin, plus fort que la joie, plus fort que toute l'histoire, plus fort que la maison. Je la sens qui m'enveloppe, dans son souffle rauque, entre ces murs de sable. Je regarde le sol éventré et je fais le vœu qu'il s'écroule. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alix Leral. Merci. Elle est formidable. Et ça, c'est formidable. Du verre entre les doigts. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et vous pourrez rencontrer Alix juste après, donc pour une petite séance de dédicace, si vous voulez. Merci beaucoup d'être venu ce soir à la Maison de la Poésie. Merci de votre écoute. La vie est belle quand même, hein.